Bonjour. 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 Bonjour Jean-Luc de La Réunion. Bonjour Virginie. Bonjour Yolande, Pierrette. Et on est ravis de vous retrouver. Bienvenue à vous. Donc nous animons cette assemblée générale depuis La Réunion, où je me trouve avec Amédée, le président, Joël. Bonjour Amédée. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Amédée. Joël, notre secrétaire. Je ne sais pas, je ne vois pas, tout le monde n'a pas allumé sa caméra, mais Joël est là avec nous. Derrière le petit logo Cœur et Conscience, c'est Luigi qui va s'occuper de la partie technique pendant toute cette assemblée générale, et donc qui est présent parmi nous. Il y a donc Virginie, une de nos administratrices, et je ne sais pas si elle est arrivée. Excusez-moi, je ne vois pas très bien tout le monde. Notre commissaire aux comptes, Christine Correa, qui va intervenir tout à l'heure quand on parlera de la partie financière. Donc, lors de cette assemblée générale, c'est l'occasion pour nous de vous exposer ce qui s'est passé au cours de l'année 2020, qui a été une année vraiment très spéciale. On va vous expliquer. Donc, on va vous faire un rapport d'activité qui va commencer par l'intervention de notre président, Amédée, qui va donc faire ce qu'on appelle le rapport moral, expliquer tout ce qui s'est déroulé au niveau des activités de Cœur et Conscience, en particulier à Madagascar. Dans un second temps, je vous présenterai, comme je suis trésorière aussi, je vous présenterai le rapport financier de 2020, et ensuite, je passerai la parole à notre commissaire aux comptes qui dira un mot par rapport à la certification de nos comptes. Et ensuite, Joël, notre secrétaire de l'association, vous indiquera ce qui se passe au niveau du vote, sachant que le vote, pour nous, pour Cœur et Conscience, se fait par un collège de membres électeurs. Et ils ont tous voté par correspondance. On a mis en place un système de vote en ligne. Donc, Joël vous expliquera cela. Et puis, bien sûr, il y aura un temps d'échange avec vous. Donc, si vous souhaitez intervenir, si vous avez des questions, à ce moment-là, on vous passera la parole pour les personnes qui le souhaitent. Sachant que pendant la durée de la présentation, de l'intervention, vos micros seront coupés pour ne pas interrompre les interventions. Et ensuite, lorsque le moment sera venu pour ce temps-là d'échange, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez intervenir dans le chat, faire un petit signe et on rallumera les micros pour que vous puissiez poser vos questions et intervenir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la présentation. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer aussi le délai de cette assemblée. Voilà. Donc, qui est marqué sous le signe, évidemment, cette année 2020 marquée sous le signe du Covid, comme le montre la couverture de notre rapport d'activité, qui vient tout juste de paraître. Donc, en fait, on va vous présenter en synthèse le contenu de ce rapport d'activité. Et donc, l'ordre du jour, ce sont les différents points que je viens de vous exposer, qui feront ensuite l'objet du vote, qui sont chacun une résolution, qui feront l'objet du vote. Et ensuite, on vous parlera aussi des perspectives à venir pour cette année 2021 notamment. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à notre président, Amédée, qui va commencer donc par ce rapport moral. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais donc faire ce rapport moral. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, on y va là-dessus. Alors, comme vous le savez, toutes et tous, hein, cette année 2020 a été compliquée.
Et pour nous, dans le cadre de cette association, évidemment, ça ne s'annonçait pas très bien, à la fois pour les familles que nous aidons sur place, et puis évidemment, du fait des conséquences économiques importantes, c'était aussi au niveau du parrainage, tout cela. Donc, je vais vous en parler plus précisément. Alors, voilà, cette année 2020 a commencé, heureusement un petit peu avant cette crise et la fermeture des frontières, pour nous par un voyage humanitaire, donc avec une petite équipe qui est venue dans ce cadre-là. Il y avait en fait plusieurs objectifs, faire un bilan de l'année 2019 aussi, puisque on est venu en tout début d'année, parler des projets de 2020, la mise en place aussi, et puis faire découvrir donc de nouveaux collaborateurs. Donc on voulait à la fois présenter eux-mêmes, découvrir notre association pour les choses qu'on a à mettre en place, dont notamment Luigi qui a rejoint notre équipe et qui se trouve à la technique et qui s'occupe de la communication digitale. Hein. Alors, il y a un moment important dans cette année 2020. Il faut que je fasse un petit rappel, c'est-à-dire que lors de la création de l'association en 2006, mon projet initial était de donner l'opportunité à des enfants qui n'aient pas de perspective d'avenir, d'accéder à une instruction de qualité et de vivre aussi des valeurs humaines fortes, des valeurs universelles. Alors, ce rêve est devenu en grande partie réalité, hein, avec la réussite des premiers enfants parrainés depuis le début de cette aventure. Mais je souhaitais aussi que dans un second temps, les enfants donc, qui ont reçu cette éducation basée sur ces valeurs humaines telles que la solidarité, la bienveillance, le respect, l'intégrité, partagent à leur tour ces valeurs avec le plus grand nombre. Et donc, après 15 ans d'action sur le terrain, nous sommes heureux de voir émerger une nouvelle génération de jeunes qui souhaitent communiquer, partager ce qu'ils ont acquis grâce au parrainage. Donc, en juillet 2020, un groupe de 22 jeunes filleuls, là, devenues adultes, ont suivi nos recommandations en créant l'association Génération Cœur et Conscience, car c'est à travers cette association, donc ils auront pour mission de contribuer, ceux-mêmes qui s'y engagent, à contribuer à ce changement des mentalités de comportement des jeunes malgaches, notamment par la transmission des valeurs humaines, de paix, notamment d'amour, de solidarité, de respect. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est la continuité. L'idée, ce n'est pas simplement aider des personnes en grande difficulté, mais c'est de faire en sorte que ces jeunes comprennent que ce sont des valeurs de solidarité, de partage, et qui puissent à leur tour transmettre. Et donc, c'est bien parti ainsi avec une nouvelle association qui s'appelle Génération Cœur et Conscience. Alors, autre réalisation importante, c'est la réalisation des panneaux solaires. Donc, c'est un projet aussi qui était un peu compliqué à mettre en place avec tous les problèmes qu'on a rencontrés sur place. En fait, ce projet, on l'avait lancé en 2018 lors d'une campagne notamment de crowdfunding qui a permis de récolter 7 030 € pour être précis, soit 35% de l'objectif initial qu'on évaluait à 20 000 €. Alors, pour compléter le financement de ce projet, on a obtenu une dotation de 15 000 € de la Fondation EDF. Et la Fondation EDF nous a également apporté un appui technique en partenariat avec une société locale qui s'appelle Anka Madagascar. Et c'est eux qui ont fait l'installation. Donc, avec la pandémie donc, du Covid, le projet a pris du retard. Ça a été effectivement compliqué parce qu'il y a eu des délais beaucoup plus longs dans l'acheminement du matériel à Diego. Et finalement, les panneaux solaires ont été réceptionnés au mois de septembre et les travaux n'ont commencé qu'en octobre 2020 et finalement pour une mise en service qui s'est faite en début 2021. Mais ça y est, ça marche, c'est lancé. Donc ça, c'est une bonne chose. Dans le cadre des activités aussi que nous avons fait, car c'est une petite synthèse, hein, comme le disait Brenda, il y a un rapport d'activité que vous pourrez trouver déjà téléchargeable sur notre site internet et ensuite on enverra une petite information à tout le monde pour cela.
Et là, je vous fais une synthèse sur des points particulièrement marquants. Alors, en mars 2020, il y a eu un semi-confinement qui est entré en vigueur à Madagascar et donc qui a aggravé encore plus la situation de précarité des familles. Et nombreuses personnes se sont retrouvées sans emploi. Gros problème évidemment. Et face à cette situation alarmante, notre ONG est intervenir donc pour venir de façon significative aux familles. Dès les premières consignes en fait annoncées par le gouvernement de gauche, notre ONG a réagi très rapidement, donc consciente que ces familles bénéficiaires seraient les premières touchées par la pandémie, donc les plus pauvres évidemment. Donc on s'est mobilisé notamment pour sensibiliser ces familles à la protection, gestes barrières et aussi en leur offrant des kits d'hygiène afin de limiter la propagation du virus. Donc, par précaution et pour éviter aussi tout rassemblement, sur le site de l'association, nos équipes se sont rendues dans les quartiers de la ville et ont organisé des distributions limitées par groupe de personnes pour bien respecter donc les règles sanitaires. Et en fait, on a pu distribuer à toutes les familles un kit d'hygiène très rapidement dès le début de cette pandémie. Donc, la crise du coronavirus a aggravé la situation socio-économique de nos familles. Et évidemment, ce qui était déjà très compliqué pour certaines familles devenait impossible à résoudre. Donc, on est intervenu beaucoup dans l'urgence, et notamment à travers des dotations alimentaires et d'autres aides. On parlera un petit peu plus tard. Alors, ça c'est aussi les sommes que nous avons récoltées auprès de dons qui ont été faits notamment par des parrains et des marraines, et ça a servi à acheter donc de la nourriture et les dotations dont je vous parlais, kits sanitaires, mais aussi dotations alimentaires. Concernant le parrainage, en août 2020, l'association donc a franchi le seuil des 1000 enfants parrainés, alors que les premiers filleuls sont entrés dans l'activité maintenant, la vie active en fait. On en a plusieurs maintenant qui travaillent. Donc, ce sont 1028 enfants qui ont bénéficié de l'aide du parrainage donc en 2020 et qui donc peuvent envisager un peu plus sereinement leur avenir. Alors, ça a pu se faire grâce à une campagne de communication qu'on a entrepris à travers des conférences que j'ai animées, mais aussi des interventions dans différents contextes. Et cela a créé un formidable élan de solidarité qui a permis de parrainer en fait 91 enfants nouveaux, malgré le contexte de crise très grave. Donc, c'était un peu inespéré compte tenu du contexte. Mais finalement, cette démarche a eu un vrai retentissement et c'est tant mieux pour les enfants que nous aidons actuellement. Alors, en ce qui concerne le parrainage, du 5 au 8 octobre 2020, malgré une année scolaire très perturbée, 24 adolescents donc parrainés se sont présentés à l'examen final du bac dans 3 filières différentes. Et sur 26, il y en a 13 qui ont obtenu le bac et 3 avec mention bien et même 3 très bien. Donc, c'est quand même un petit exploit parce que c'était très compliqué. Mais tout ça pour dire qu'au final, ces enfants se sont battus pour apprendre toujours, comprenant l'importance de l'instruction pour pouvoir avoir une perspective d'avenir. Donc ça, c'est vraiment important de considérer cet aspect-là. Actuellement, on a 36 des premiers enfants parrainés qui sont dans différentes universités de la ville. Ces chiffres, vous pourrez les avoir plus en détail. Et donc, on a une trentaine, exactement 29 écoles partenaires aussi avec lesquelles on travaille. Et toujours sur un objectif commun, en fait, c'est donner l'accès à une éducation de qualité fondée sur les valeurs humaines. Voilà. Sur l'aspect social, nous avons
apporté alors, plusieurs aides, notamment dans le cadre du soutien exceptionnel pour les familles dans le besoin. Je rappelle un peu ce principe, hein, parce qu'on peut, grâce à ce dispositif, intervenir indépendamment du parrainage. Voilà, c'est-à-dire certaines familles, et il y en a quand même pas mal qui ont besoin d'une aide supplémentaire, si les parrains le souhaitent, hein, parrains et marraines le souhaitent, ils peuvent apporter une aide supplémentaire et cela peut venir donc soit pour aider notamment dans le cadre par exemple d'une AGR, d'une activité génératrice de revenus, ou alors peut améliorer l'habitat. Voilà, il y a différentes possibilités qui, dans ce cas-là, il y a parfois d'autres choses. Je pense à récemment, on a eu 2 cas de maisons qui ont brûlé. Et donc, tout le matériel, cuisine et le peu de mobilier qu'ils avaient aussi, tout ça a brûlé. Et donc, ce soutien exceptionnel aura permis de pouvoir redémarrer, sinon c'était juste impossible, et d'avoir au moins le minimum voilà, en termes d'ustensiles, mais aussi retrouver un habitat, un lit pour dormir, etc. Voilà, donc ce sont des choses vraiment importantes. Juste encore une chose concernant l'aspect social, c'est qu'après la création du comité des pères responsables en 2011, dont le but est de sensibiliser les papas sur leurs responsabilités, car il y a énormément de familles monoparentales parce que beaucoup de pères ne s'occupent pas de leur progéniture. On a aussi fait une sensibilisation auprès des mamans compte tenu des problèmes que l'on rencontre, d'une natalité qui reste très importante et qui est un des facteurs en fait qui accroît l'extrême pauvreté. Donc on a créé aussi ce comité des mères responsables, et donc ça a été mis en place, et aujourd'hui il y a 7 mères qui sont responsables de ce comité, et on a bien l'intention à ce que tout cela se développe pour qu'il y ait un travail qui soit fait aussi auprès des mamans pour de la sensibilisation, pour une meilleure écoute aussi, et voir de quelle façon on peut mieux les aider dans leur cadre de vie si compliqué. Hein. Voilà, donc on travaille aussi en partenariat avec Marie Stops pour le planning familial, justement, pour meilleur contrôle des naissances des familles. Hein. Alors, sur le plan de la santé, en 2020, le cabinet médical donc, de notre association est resté ouvert et a accueilli toutes les familles tout au long de l'année, malgré la crise, la grave crise. Et, il y a toujours eu une permanence. Hein. Et donc, docteur Gina, qui est notre médecin, et le docteur Sandro, qui est notre dentiste, on continue en fait leur sensibilisation, notamment pour l'hygiène bucco-dentaire et aussi le contrôle des naissances, on en parlait tout à l'heure. Et grâce à tout ce travail, en fait, toutes nos actions de solidarité, on a convaincu un nouvel établissement de santé à mettre en place un partenariat avec notre ONG afin de nous faire des prix extrêmement bas destinés aux personnes très vulnérables. Donc, dès qu'on leur envoie des personnes, c'est validé par notre ONG, ils peuvent être pris en charge, bénéficier de soins de qualité et en même temps un prix qui reste très bas, car bien souvent on prend en charge hein, ces problèmes de santé. Alors, donc là aussi, on a distribué un certain nombre de goûters, mais ça a été compliqué, donc bien moins qu'on aurait souhaité. Donc ça s'est fait surtout en dotation alimentaire, car compte tenu de la pandémie, il a fallu arrêter les regroupements, etc. Donc ça a été quand même compliqué, mais on a pu en distribuer quand même un certain nombre. Voilà, un peu avant la pandémie, et ça va repartir prochainement. Alors, en ce qui concerne maintenant la protection de l'enfant, donc depuis 2011, Cœur et Conscience participe, comme vous le savez sans doute, au renforcement de la prise en charge des enfants en situation de danger. Et donc, 9 ans après, les familles d'accueil sont toujours autant indispensables pour les enfants qui se trouvent donc, dans ces situations d'extrême vulnérabilité. Et
donc, le service de protection de l'enfant de Cœur et Conscience continue de lutter pour les droits des enfants à travers leur prise en charge aussi, mais également avec l'encadrement du comité des enfants, parce que là aussi, on a créé un comité des enfants, à la fois pour qu'ils défendent eux-mêmes leurs droits et aussi qu'ils parlent entre eux de leurs devoirs pour que tout cela fonctionne au mieux. Donc, on obtient des résultats à notre niveau et finalement, ce projet qui était le projet pilote en 2011 est devenu finalement la référence pour Madagascar au niveau des familles d'accueil et ça tant mieux. Ça nous permet voilà, d'aider d'autres et on reste toujours ouvert à d'autres structures ailleurs à Madagascar pour faire de transfert d'expérience, de compétences. Hein. Voilà. Alors, les pères responsables se font de plus en plus connaître à Madagascar, donc toujours cette sensibilisation au niveau des papas pour les motiver à s'impliquer plus au sein de leur famille, à mieux s'occuper des enfants. Ça marche de mieux en mieux. Et ils sont sollicités à la radio, à la télévision, donc ça prend de l'ampleur. Et les projets qu'on a prévus en 2020, on les décale pour 2021. C'est notamment commencer à étendre ça sur toute la ville de Diego pour faire même une élection du meilleur papa et ensuite faire cela dans d'autres régions de Madagascar pour vraiment faire un gros travail de fond sur le changement des mentalités. Hein. Alors maintenant, quelques événements et partenariats. Alors, comme chaque année, depuis quelque temps, on organise donc la semaine, la quinzaine en fait de solidarité. Et cette année, eh ben, compte tenu du contexte, évidemment, on n'allait pas solliciter les restaurants qui étaient fermés. Les pauvres, ils ont assez souffert comme cela. Et donc, on a fait tout ce travail en ligne. Et donc, on a communiqué essentiellement via les réseaux sociaux. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. C'est ce qui a permis de nous faire connaître auprès de nouvelles personnes, des parrains, des marraines, et puis un certain nombre de donateurs. Donc, au final, ça s'est plutôt bien passé et on va renouveler cette année parce que on arrive de cette façon à élargir en fait notre réseau au-delà de notre sphère, je dirais, de proximité. Hein. Donc, une très belle opération qui devra se renouveler cette année. Partenariat aussi avec Air Austral, la 6e année, grâce notamment à une de nos membres, hein, Cathy Fouché, qui est très impliquée depuis des années et qui, chaque fois, recontacte Air Austral pour assurer le partenariat. C'était très compliqué aussi pour eux, compte tenu, vous savez bien ce qui se passe au niveau du transport aérien. Évidemment, on a guère voyagé, ça c'est évident aussi, mais on a maintenu ce contrat et ça n'a pas été évident de le faire et finalement, il a été renouvelé et il sera encore renouvelé cette année. Donc, voilà, un bel esprit de solidarité d'Aerostral malgré le contexte très compliqué pour cette compagnie aérienne. Hein. Alors, là aussi, une bonne chose, on a renouvelé notre soutien donc, avec l'UNICEF. C'est un partenariat dans le cadre de la protection de l'enfant. Donc, voilà, on l'a déjà, c'est pas la première fois qu'on travaille avec l'UNICEF et on a renouvelé un partenariat pour des actions bien précises qui concernent la protection de l'enfant. Vous aurez plus de détails sur notre rapport d'activité. Hein. Voilà, ben, je vais laisser à Brenda pour reprendre la parole et l'écran. J'arrête de partager et qui va nous faire le rapport financier. Et puis à la fin, si vous avez quelques questions, il n'y a pas de problème. À la fin, on est tout à fait disponible pour cela. Brenda, si tu es des nôtres, quand tu veux. Je réactive mon micro et je prends le relais en partageant l'écran à mon tour pour ce rapport financier. Donc, qui va illustrer en chiffres les propos donc, de ce que vient d'expliquer Amédée. Alors, ça a été une année très particulière parce que, étonnamment, on a vraiment augmenté nos ressources. On a eu
529 244 € de ressources sur l'année, tout dons confondus. Et en fait, cette barre des 500 000 €, on l'avait franchie en 2017. Et puis ensuite, il y a eu un petit ralentissement. Il y a eu la crise des Gilets jaunes aussi. Et donc, cette année 2020 a été vraiment, il s'est vraiment produit quelque chose c'est reparti, les activités sont reparties avec l'augmentation du parrainage, l'augmentation des dons des particuliers, et on n'a pas perdu non plus le soutien des entreprises, ce qui fait que donc, on a 8% de ressources en plus par rapport à l'année précédente. Alors ces ressources, comme c'est souvent le cas depuis la création de l'association, elles sont issues principalement de la générosité du public, c'est-à-dire du parrainage et des dons que vous faites en tant que particulier. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui sont présents ici, et les entreprises ont continué de nous soutenir. En 2020, ça a représenté donc 11% de nos ressources, donc c'était quelque chose de vraiment important, surtout qu'on était entre deux par rapport au financement institutionnel, donc ça nous a permis d'assurer le financement d'un certain nombre d'actions, notamment la protection de l'enfant. Et parmi ces dons entreprises, donc ça représentait en 2020 plus de 56 000 €. Et à l'intérieur de ce montant-là, il y a les 15 000 € de la fondation EDF qui nous a permis de financer, comme l'a expliqué au tout début Amédée, le financement des panneaux solaires pour devenir quasiment autonome en énergie. Sur tous ces... Oui. Oui, pardon, si tu permets, Brenda, d'ailleurs. Bien sûr. Je parlais de la fondation EDF, on a parlé d'Erostral. Je voudrais dire aussi juste un petit mot, c'est qu'on a aussi le groupe Agérie à La Réunion, oui. Donc qui a plusieurs chaînes de restaurants, dont Vapiano notamment, qui a tenu à soutenir encore notre association malgré le contexte très difficile. Et ils ont fait un chèque de 10 000 € pour soutenir l'association comme ils l'avaient fait l'an passé, et notamment notre programme pour sur la nutrition. Oui, protection de l'enfant, plus précisément la nutrition. La nutrition, juste pour le signaler aussi, parce que ce sont aussi, là encore, de bels exemples de solidarité. Et comme il nous a dit son responsable, malgré le contexte très difficile, il sait bien qu'à Madagascar, c'est encore pire. Donc, ils ont fait en sorte de nous soutenir quand même, malgré cela. Donc, encore un grand merci à tous les partenaires, parrains et marraines, et notamment ces entreprises solidaires. Hein. Je redonne la parole. Oui, c'est vrai que je ne les mentionne pas tous parce qu'il y a quand même un certain nombre. Il y a aussi, je mentionne la société FBI qui nous soutient très régulièrement et qui nous a particulièrement soutenus au moment de la crise Covid. Il y a le groupe Terkem qui a rejoint aussi le club Solidarité, et puis un certain nombre d'entreprises qui nous soutiennent depuis, qui continuent de nous soutenir malgré les difficultés qu'elles rencontrent. Alors, sur ces ressources que nous collectons, il y a ensuite la façon dont on les utilise. Et sur ce montant global, en fait, on utilise 88% aux missions sociales. Donc, ça fait seulement 12% qui sont consacrés à ce qu'on appelle les frais d'appel à la générosité du public, les frais d'information, la gestion administrative, qui est évidemment un point important de la gestion de notre association. Mais donc, 88% ont été consacrés en 2020 directement pour les missions sociales. Alors, ces missions sociales, on les a divisées en 5 catégories, plus les frais d'organisation et de structure. Et en 2020, ça s'est réparti de la façon suivante, à savoir 29% pour l'éducation, 18% pour l'accompagnement social, qui a été très important pour accompagner les familles en situation vraiment très compliquée, même voire de détresse. Et donc, ce sont les 2 postes les plus importants qui sont suivis par l'activité parrainage qui concerne tout ce qui est mis en œuvre pour les colis que les parrains marraines que vous commandez, la mise en relation avec les filleuls. Service parrainage qui a eu beaucoup d'activités pendant cette crise, pour aussi par rapport à la distribution des kits d'hygiène, pour organiser tout cela dans les meilleures conditions. Et puis, il y a aussi la protection de l'enfant qui représente un budget important, c'est plus de 50 000 € pour Cœur et Conscience par an. Et donc, ça a été financé en partie par le parrainage.
sachant qu'à partir de cette année, donc 2021, ayant obtenu un nouveau financement de l'UNICEF, le relais va pouvoir être pris par ce financement institutionnel. Et la santé et nutrition a représenté 11%. On aurait voulu faire plus, mais pour des raisons de logistique, en fait, le pays a été bloqué, les transports ont été fortement ralentis, voire bloqués. Donc, on n'a pas pu, comme le disait Amédée, par exemple, distribuer des goûters sur une aussi longue période qu'on le fait habituellement. Mais là, les choses sont en train de se remettre en place et on va pouvoir le faire plus amplement pour cette année en 2021. Alors, ce rapport financier, donc, il comprend un bilan de façon traditionnelle, le compte de résultats et bilan, et puis plus ce compte d'emploi des ressources qui donc présente la façon dont sont ventilées les sommes que l'on collecte, qui sont à droite, donc dans la partie des ressources. Donc là, vous retrouvez ce dont je parlais à l'instant, à savoir ce qui provient du grand public, donc là, la générosité issue du public, qui est le parrainage et les dons des particuliers, et ensuite les autres donateurs qui sont les entreprises, et de façon plus modeste en 2020, mais ça va repartir avec l'UNICEF, les financements institutionnels. Et ensuite, ce sont des catégories comptables. Je ne vais pas entrer dans tout le détail, je vous fais un résumé, une synthèse, sachant que vous pouvez consulter tranquillement aussi ce rapport. Ces éléments-là sont tirés du rapport d'activité et on vient de le mettre en ligne. Donc, vous le trouvez sur notre site internet qui, dans la section s'informer, rapport d'activité. Et donc, dans la partie ressources, donc vous voyez les différentes catégories. Et dans la partie emploi, il y a la façon dont j'ai cliqué un petit peu trop vite. Je vais revenir en arrière. Voilà. Et dans la partie emploi, vous retrouvez les nos différents domaines d'intervention, la façon dont les sommes sont réparties et aussi les autres dépenses qui ont été en fait vraiment réduites en 2020 par rapport à l'engagement de toutes les personnes qui ont travaillé bénévolement pour l'association. On va le voir juste après aussi, cet engagement bénévole, parce qu'il lui aussi est valorisé. Et donc, il y a un chiffre qui peut paraître un petit peu étonnant, mais il s'explique. Alors, c'est ce chiffre qui apparaît, qui ressort, qui est l'excédent de ressources pour l'exercice, qui est un excédent de 61 766 €. Et en fait, on le retrouve en partie dans la colonne de gauche avec les engagements à réaliser sur les ressources affectées. Ça veut dire quoi? En fait, ce sont des sommes qu'on a collectées, mais qu'on n'a pas encore utilisé, qu'on n'a pas utilisé en dépenses, tout simplement pour deux raisons. D'abord parce que beaucoup de ces sommes une grande partie est collectée en fin d'année. Ça a été du 20 novembre au 20 décembre qu'on a réalisé notre opération de crowdfunding et aussi vis-à-vis des entreprises pour financer donc ces actions, et en partenariat avec une plateforme qui s'appelle Helloasso. Donc, les paiements sont collectés sur Helloasso et ensuite les transferts sont faits. Donc, il y a un petit délai et on a reçu le temps de recevoir ces sommes. On est passé en 2021, donc on n'a pas eu le temps encore de réaliser c'est en cours en fait, c'est en cours de réalisation, l'utilisation de ces fonds. C'est ce qui explique donc cet excédent et qui va se réguler donc en 2021, puisque on va pouvoir, on est en train et on va pouvoir donc les utiliser, ces fonds. Et la deuxième raison aussi qui fait que l'excédent est si important, c'est comme on vous l'a expliqué, on n'a pas pu mener toutes les actions comme on le voulait à cause des restrictions liées à la crise sanitaire. Voilà pour la partie très en synthèse de ce compte d'emploi des ressources, et il comprend aussi une partie qu'on appelle la valorisation des contributions volontaires en nature. Donc c'est une façon de chiffrer en fait, puisque tout cela est réalisé de façon entièrement bénévole, que ce soit des personnes qui travaillent en mettant à disposition de l'association leur temps, leurs compétences à travers le bénévolat. Mais ça peut être aussi des prestations en nature. Donc le bénévolat représente quelque chose d'important, puisque c'est quand même 85 000 €. Si ça devait être des fonds rémunérés, c'est ce que ça représenterait. Et il y a aussi, qui est valorisé dans cette partie,
les prestations en nature, on a par exemple la maintenance technique, les évolutions de notre site internet qui sont réalisées à titre gracieux, et de la même façon que la mise à disposition d'un local par le président de bureau en fait pour les activités au siège de l'association en Île-de-France à Auvers-sur-Oise. Voilà pour la partie valorisation du bénévolat. Et donc, comme le demande l'Assemblée, les règles de l'Assemblée générale, on a préparé un budget prévisionnel. Donc, ce budget prévisionnel, compte tenu de ce que l'on observe pendant la première partie de l'année, ces six derniers mois, on observe que le parrainage continue d'augmenter. On a même presque plus d'enfants, quasiment plus d'enfants à parrainer. Donc le parrainage continue, les dons aussi continuent. On s'attend aussi à une augmentation de la collecte en fin d'année, puisqu'il y a un travail de communication qui est prévu, comme l'an dernier, avec des interventions d'Amédée, des conférences. Donc ça avait très bien fonctionné l'an dernier. Il y a de plus en plus de monde qui suit Cœur et Conscience et qui s'implique. Donc on s'attend à une augmentation du parrainage, des dons. On a inclus dans ce prévisionnel également le montant de l'UNICEF, puisqu'on a eu l'accord, les 45 000 € en décembre 2020, et les fonds vont être débloqués là d'ici, en ce moment. Donc, ils vont venir s'ajouter, ce qui fait que compte tenu de cette évolution globale et de la prise en compte de ces paramètres, on dépassera largement les 500 000, peut-être qu'on ne sera pas loin de 600 000 € de ressources pour l'an prochain. Voilà pour la partie, donc la partie rapport financier. Donc on arrive sur la partie commissariat aux comptes, puisque nos comptes je crois que c'est la 7e année, on a déjà fait 6 ans, mais là c'est la 7e année que nos comptes donc ils sont vérifiés par notre cabinet comptable, AEF, et ils sont également certifiés par notre commissaire aux comptes. Donc, je crois que Christine est en ligne, Christine Correa, oui, voilà, elle a allumé sa caméra. Donc, je vais demander à Luigi, si vous voulez intervenir, Christine, je vais demander à Luigi, voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Christine Prévost et je suis associée de Philippe Delahaye, qui est commissaire aux comptes de votre association et qui n'a malheureusement pas pu être présent. Je ne vais pas vous lire notre rapport en intégralité parce qu'il est un petit peu pas aussi intéressant que la présentation de Brenda et Amédée, mais je vais vous lire juste les extraits les plus importants si vous le voulez bien. Et de toute façon, vous pouvez toujours l'obtenir auprès de Brenda qui l'a reçu, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc, pour notre part, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Cœur et Conscience pour les comptes clos au 31 décembre 2020. Nous certifions que ces comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Nous avons également procédé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels. Traduction, rien de spécial à signaler, tout va bien, nous n'avons pas relevé d'irrégularité. Voilà. Donc j'espère avoir été claire et assez succincte pour ne pas vous endormir. Merci. Merci. Merci Christine, merci beaucoup, nous sommes soulagés. On se demandait si c'était pour ça qu'on avait coupé le son, s'il n'y avait pas quelque chose. Okay, c'est bien. Merci de rassurer tout le monde. Bien. Peut-être qu'on pourra remettre les micros. Peut-être, je ne sais pas, Brenda, si c'est peut-être le moment pour des questions. Alors, il y a d'abord la partie vote, oui, il y a une petite anticipation. Pardon. Et comme vient de le préciser Christine, j'en profite aussi pour indiquer que, effectivement, tous les états financiers donc, du cabinet comptable et le rapport du commissaire en compte sont disponibles pour les personnes qui souhaiteraient les consulter, peuvent nous les demander et on vous les fournit.
Sur le site internet, on met le rapport d'activité, mais ensuite les autres documents sont disponibles pour les personnes qui le souhaitent. Je vais donc à nouveau partager mon écran puisqu'on va passer maintenant à la partie l'exercice imposé de l'Assemblée qui est le vote. Et donc pour cela, je vais passer la parole à Joël qui est notre secrétaire de l'association. Et Luigi va pouvoir aussi mettre en avant Joël qui va donc expliquer ce qui se passe au niveau du vote avec les membres électeurs. Le micro. Vous m'entendez? Ça y est. Ça y oui, est, c'est bon? Bien. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, alors selon l'article 10.1 des statuts de l'association, l'AG peut valablement délibérer lorsque le quart des membres titulaires du droit de vote sont présents. Ces membres sont les membres fondateurs, le président et la vice-présidente, c'est-à-dire Amédée et Brenda, ici présents, ainsi que les 8 membres électeurs engagés dans l'association, Philippe Chandezon, Cathy Fouché, dont Amédée a touché un mot tout à l'heure, Stéphanie Guidi, Jessie Chaubeau, Stéphane Dorby, Eliane Somme, Philippe Apruzès qui est avec nous ce soir et Patrick Ouarot. Ces membres électeurs ont tous renvoyé leur vote par voie électronique par lequel ils ont approuvé les différents points à l'ordre du jour que je vous rappelle. Le rapport moral 2020 qui vous a été présenté et commenté par Amédée, le rapport financier, l'affectation du résultat ainsi que le budget prévisionnel que vient de nous présenter Brenda. Ils ont également approuvé le renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration, c'est-à-dire Amédée, Brenda, Virginie Boucher et Thierry Rossi, ainsi que les mandats des membres du bureau exécutif, c'est-à-dire le président Amédée, la trésorière qui est Brenda et moi-même secrétaire. Voilà, toutes ces résolutions seront l'objet comme habituellement, d'un procès-verbal qui vous sera communiqué, enfin qui sera communiqué au cabinet comptable et disponible pour ceux qui le souhaitent, qui veulent le consulter. Voilà. Très bien. Bien, merci Joël. Je repartage l'écran. Donc, nous arrivons maintenant, une fois ces formalités accomplies, nous arrivons au moment où on va pouvoir échanger et aussi vous dire un mot sur la situation actuelle et les perspectives. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir et poser des questions sur ce qu'on vient d'expliquer ou intervenir, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Et juste pendant que je vais à nouveau, voilà, pendant que vous manifestez, si vous souhaitez donc poser une question ou intervenir, donc vous pouvez nous faire signe, nous envoyer un petit message dans le chat où vous manifestez. Et j'en profite pour dire un mot à Busra. Je ne sais pas si elle est toujours en ligne ou elle est toujours en ligne. Busra, c'est une personne qui nous a contactés pour partir en mission à Madagascar. J'en profite pour dire que depuis l'an dernier, mais depuis le dernier voyage humanitaire qu'on a fait en février 2020, il n'y a eu aucune mission sur Madagascar, pour les raisons que vous savez. Et le pays actuellement est toujours, les frontières sont fermées, on ne peut pas y aller. Donc on attend que la situation se clarifie, qu'on sorte de cette situation pour envisager à nouveau des missions. Tout le travail se fait, les contributions bénévoles se font à distance. Il n'y a pas de mission prévue pour le moment. Voilà, je voulais juste dire ce petit mot. Et puis si vous avez donc des questions sur ce que l'on vient de vous présenter, si vous voulez dire un mot, vous pouvez le faire maintenant. Je vous laisse quelques petits... Oui, Florence Gabert.
voudrait parler? Oui, bonjour, vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, je suis intriguée par cette histoire des papas responsables. Je ne connais pas du tout ce pays. Et donc, je fais les bilans là, des enfants et je me rends compte, oui, effectivement, que c'est quasiment tout le temps des familles monoparentales, souvent la maman ou la grand-mère, ou enfin bref. Et je me demande, cette fuite de responsabilité de la part des papas, elle est culturelle, elle est économique, elle est sociétale. C'est quoi Pourquoi? Oui. En fait, c'est vraiment un problème culturel à Madagascar et particulièrement euh, sur les côtes et côtiers. On voit moins ce problème au niveau de Tana, mais toute la côte en fait, est vraiment touchée par ce problème. C'est culturel. Et c'est aperçu de cela en fait au tout début. Alors évidemment, ce problème existe dans pas mal de pays, mais là, il est vraiment très marqué puisqu'on s'est rendu compte globalement qu'on avait 85-90% de familles monoparentales et quasiment toujours, comme vous l'avez dit, une maman, une tante, une grand-mère. Et donc, on a voulu comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière cela. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une déresponsabilisation des pères et il y avait un côté très, très culturel. Il y a un aspect de fierté d'avoir beaucoup d'enfants, mais on ne se préoccupe pas du tout de qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Donc, c'était la première chose qu'on a faite, c'est de comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui se passait. Et donc, ça fait déjà pas mal d'années et avant d'enclencher une dynamique de changement. Ça a été toute une histoire qui était assez compliquée et un peu cocasse aussi, puisque quand on avait 200-300 voilà, personnes, familles parrainées, on avait à peine une dizaine de papas que l'on voyait rarement. Et on les a un jour réunis, je les ai réunis, pour justement parler de cette situation. Et en fait, les choses ont commencé de façon très simple. J'aurais posé la question, est-ce qu'ils trouvaient normal, en fait, eux, de faire des enfants et que c'est moi qui m'en occupe? Et donc, ça a démarré comme ça, en fait. Et ça les a effectivement un petit peu interpellés, cette question. Et donc, on a tâché de creuser un petit peu plus. Et puis, avec donc des personnes, des Malgaches, on a réfléchi sur la façon de faire évoluer cette mentalité et de passer pour dire les choses succinctement, du quantitatif au qualitatif. Et donc, de plus en plus, il y a une évolution de la mentalité qui consistait en fait à être fier de s'occuper de ses enfants. Et cette fierté n'était plus dans le nombre, mais dans la qualité de l'éducation qu'on offrait aux enfants. Et donc, on y arrive maintenant. Et aujourd'hui, on a plus de, je sais pas, 500 papas qui font partie du comité et ça se développe et on communique à travers des médias. Et donc, c'est un vrai combat que l'on mène pour ce changement des mentalités, car comme je l'ai expliqué, c'est un des facteurs en fait vraiment très important de cette extrême pauvreté. Car quand on fait plein d'enfants qu'on ne s'occupe pas, évidemment, ils n'ont aucune perspective. Donc voilà, c'est un aspect culturel et c'est pour ça qu'on y travaille vraiment dessus depuis plusieurs années et qu'on commence à obtenir des résultats qui sont vraiment très encourageants. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de mariage. Alors si, il y a des mariages quand même. Il y a les mariages coutumiers qui se font. Il y a quelques mariages aussi à l'église, tout ça. Mais en fait, beaucoup font des enfants sans se marier, ils vivent ensemble. Et le côté vraiment très marqué sur la côte, c'est ça. Dès lors que la femme est enceinte, ils s'en vont. Et ça, c'est vraiment catastrophique et on retrouve ça partout. C'est un vrai fléau. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce travail de sensibilisation, mais vraiment, on commence à avoir des résultats, surtout qu'aujourd'hui, c'est eux qui le font, quoi. Au départ, on a fait un travail ensemble, maintenant, c'est eux qui font cette sensibilisation auprès d'autres pères. Il y a un vrai changement. Ils interviennent à la télé, à la radio, et puis c'est des actions très concrètes sur le terrain. Donc, on est vraiment en train d'amorcer quelque chose et j'espère que ça va être suffisamment conséquent pour se
propager même dans tout Diego, mais au-delà de Diego, car le but, l'objectif que j'aurais donné, c'est de faire de Diego Suarez la ville des pères responsables pour Madagascar, et ensuite de propager cela dans les autres villes à Madagascar pour changer vraiment cette mentalité. Donc, j'ai bon espoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que c'est Yolande qui lève la main. Alors, il faudrait mettre le micro pour Yolande. Voilà, c'est bon. Oui, mais j'ai toujours un plaisir à vous revoir, Amédée et Brenda, parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se connaît. Donc, oui, c'est vrai. un plaisir de vous revoir. Mais moi, j'aimerais avoir quelques nouvelles de toute l'équipe qu'il y a à Diego, comment elle va, Oui. malgré le Covid, parce que je crois que ça a dû être difficile pour toute l'équipe sur place. Donc, moi, je tiens à vous remercier, évidemment, mais aussi à remercier l'équipe sur place. Donc, avoir quelques nouvelles de tous et de toutes. Oui, Yolande, merci. Merci d'abord pour votre soutien depuis des années et des années. Soutien Pas trop. Ne nous vieillissons pas trop. Si. Ouais, bon, c'est un soutien. Donc, ça, ce serait gentil aussi de poser cette question. Oui, l'équipe, ça a été vraiment très compliqué. Pour dire les choses très directement, 80% de nos collaborateurs, collaboratrices ont attrapé le Covid là-bas, donc ont été malades. Donc c'est vraiment quelque chose de conséquent. Et avec voilà, un impact plus ou moins important au niveau de la santé, mais quand on est dans ce contexte de vie très, très difficile, ce n'est pas du tout évident. Donc, malgré tout ça, ils ont tenu à poursuivre vraiment leur activité au mieux. Il y a eu des roulements qui ont été faits. On a dû évidemment changer nos protocoles de travail pour les travail sur le terrain notamment, mais voilà, ils ont tenu quand même à assurer ce travail malgré en fait des difficultés certaines, parce que comme on le dit, hein, c'était vraiment quelque chose de très conséquent. À un moment donné, on a dû fermer pendant quelques jours affectés. Il y a toujours eu un roulement, mais 80% hein, avec certitude ont été infectés. Donc, ça a été vraiment très conséquent. Ça va mieux aujourd'hui. De toute façon, ils ont une capacité de résilience qui est quand même extraordinaire. Et finalement, une des choses qui a été vraiment importante, c'est de sentir aussi ce soutien de notre structure, mais le soutien des parrains et des marraines. Et ils ont bien compris voilà, qu'on ne les laissait pas tomber et qu'ils avaient un vrai soutien moral, mais aussi et économique, etc. Donc ça, c'était vraiment très important psychologiquement parce qu'ils se sont beaucoup inquiétés, les familles aussi, sachant les répercussions dans tout le monde et les répercussions économiques aussi en France, ils se sont dit c'est terminé pour nous, quoi. Ils se sont dit ça va s'effondrer, on est le dernier de leurs problèmes, et ils se sont rendus compte que ben, ça ne se passait pas du tout ainsi. Et ça a été aussi quelque chose de vraiment très, très important qui les a aussi marqués de façon très positive. Voilà, donc ça va mieux maintenant. Hein. Globalement, on leur a laissé le temps aussi à chacun de récupérer. Ce qui est important aussi, c'est qu'économiquement, ben, ils ont tous été soutenus. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. Donc, eh ben, ils traversent cette crise, hein, une crise parmi d'autres, mais ils la traversent. Voilà, avec espoir que les choses iront mieux. Et puis en poursuivant cette mission, notre mission à chacun et chacune. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien quelqu'un qui voudrait dire un mot, intervenir?
Si tu veux bien, Brenda, je vais dire un dernier petit mot et puis ensuite je te laisserai conclure. Hein? Oui. Voilà, donc en 2021, comme disait Brenda, eh ben, pour l'instant, on poursuit tout cela à distance. Hein, et évidemment, nos équipes travaillent sur place. On espère bien que tout ça va commencer à s'améliorer, que d'ici peut-être 2 mois, on va pouvoir à nouveau voyager pour redynamiser un petit peu certaines actions qu'on peut mettre en place et puis retrouver un peu nos équipes sur place qui ont besoin de ce contact aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment important. On a pas mal de projets, mais la première chose pour nous, ça va être de consolider tout ça parce que voilà, le problème il est quand même compliqué. Cette crise, on est loin d'en être sorti parce qu'il y a des répercussions qui vont se faire sentir dans les mois à venir, si c'est l'année. Donc c'est quand même, ça reste assez compliqué, ça demande de la vigilance, mais toujours est-il qu'on va continuer à développer nos activités. On a notamment l'installation de nouveaux fauteuils dentaires qui est sur place, mais on n'a pas encore totalement fini cette installation. De radio aussi panoramique qui a été envoyée. Donc tout cela, ça fait partie des choses qu'on doit mettre en place. Et puis un certain nombre d'autres activités et bien consolider ce que l'on fait déjà afin de pérenniser quand même ce travail dans le cadre de la protection de l'enfant, mais aussi l'éducation et notamment les différents soutiens que l'on apporte. Voilà, tout cela avec votre aide morale aussi et puis votre soutien financier. Et ce contact que vous avez avec les familles, avec les enfants, tout ça, c'est extrêmement important. Surtout pour ces personnes qui vivent sur place et qui n'ont pas la liberté comme nous de pouvoir bouger. Hein, parce que quand les frontières s'ouvrent, les voyages sont de nouveau possibles, mais pour eux, ça ne change rien. Je veux dire, ils n'ont pas la possibilité de voyager pour la très, très grande majorité. Et donc, c'est important le soutien qu'on peut leur apporter, puis cette communication, envoyer des messages, des lettres, enfin tout cela, ça fait énormément plaisir. Voilà, donc encore un grand merci à tout le monde pour votre soutien auprès des familles. Et puis, je vais donner la parole à Brenda pour conclure cette assemblée générale. Merci Amédée. C'est un peu dans le même esprit. Je voudrais remercier les personnes qui êtes là pour tout votre soutien, que ce soit à travers le parrainage, il y a des parrains marraines de la première heure, que ce soit à travers votre aide bénévole, comme c'est le cas de Florence, qui participe à la rédaction des bilans aussi. Et je ne reconnais pas tous les noms, donc pardonnez-moi si je ne vous cite pas, mais toutes les personnes qui nous aident à travers le bénévolat, votre soutien. Et merci aussi à Christine, notre commissaire aux comptes, d'avoir été présente à cette assemblée. Et... Si tu permets, Brenda, un petit mot justement, comme tu remercies un petit peu tout le monde, profite pour un remerciement particulier à Jean-Luc Igliki qui est présent là, et qui en fait est à La Réunion et qui était vraiment voilà, une personne qui a insufflé une dynamique très très forte ici à La Réunion. C'est vraiment lui qui a mis en place voilà, avec notre collaboration, mais qui a vraiment mis en place la structure au départ, l'antenne à La Réunion, et avec tous ses amis, a pu créer cette dynamique et qui fait qu'on a autant de parrains et de marraines aujourd'hui, et notamment de partenaires au niveau des entreprises et tout ça. Voilà, c'était un petit coucou à Jean-Luc. Et un merci à toute son équipe aussi, à tous ses amis qui ont beaucoup aidé pour cela. Voilà, je te redonne la parole, je te coupe plus. Je crois que c'était un petit peu le mot de la fin, c'était ces remerciements-là. Merci à Joël pour le secrétariat. Et puis, on vous dit à bientôt. On vous donnera d'autres nouvelles. À très bientôt. Merci à toutes et tous. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.